vous êtes venu. Je suis un petit peu triste pour toi qu'il y ait un peu moins de monde ce soir. Parce que je suis sûr que ça va être une présentation de qualité comme nous le dernier. Et je te donne la main. Ouais. Amuse-toi bien et puis fais-nous rêver. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Lucas Sartor, ingénieur. Mon boulot, tous les jours, c'est du C#. Je bosse pour une filiale de AXA IM en finance. Et je m'occupe de l'infrastructure service. Donc, mon talk d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça, puisqu'on va parler des parseurs. Et j'ai choisi d'utiliser SVG comme exemple pour construire à partir de zéro un parseur pour produire des images SVG. Donc, petit rappel sur SVG, c'est un format, c'est-à-dire Scalable Vector Graphics. C'est un format qui est écrit en XML. Donc, vous avez un exemple d'un fichier XML, d'un fichier SVG, donc de l'image qui est là-dessus, donc un QR code. Et l'idée, c'est de prendre ce genre de fichier, donc on va modifier un peu l'input pour la rendre un peu plus facile à lire. Et le but, c'est donc d'avoir un fichier simplifié comme ça et de le convertir pour une image PNG. Donc, pourquoi utiliser SVG comme exemple de parseur? Je trouvais ça assez fun parce qu'on voit un rendu en direct de ce qu'on va pouvoir coder. Et on pourra même produire des images un peu plus complexes. Donc, avoir un résultat direct en peu de temps. Et donc, deuxième chose, je vais donc implémenter un parseur pour un sous-ensemble de SVG. Donc, on va s'intéresser simplement à parser des cercles. Et on pourra quand même faire pas mal de choses. Donc, l'idée, c'est d'avoir des cercles avec un contour et un remplissage. Et donc, après, l'exemple de parseur sera facile à enrichir avec d'autres formes, des rectangles, des polygones ou quoi que ce soit. Donc, on verra comment on peut faire ça par la suite. Donc, avant de se lancer dans le code, une petite explication de ce que je vais faire. Je vais coder un lexeur parseur qui sera en deux temps. Donc, premièrement, un tokenizer, un lexeur, dont le but ce sera de prendre en entrée un fichier SVG et en sortie une liste de tokens. Donc, les tokens, c'est des morceaux d'information qui représentent le fichier d'entrée, et c'est une méthode pratique pour parser le fichier. Donc, après le lexeur, c'est le parseur qui va prendre ces tokens, et donc grâce à ce format de token simplifié, on va pouvoir avoir en sortie une structure de données. Donc la plupart des parseurs, généralement, produisent des arbres. Là, j'ai choisi de produire juste des structures Go, donc c'est beaucoup plus facile à expliquer ça en quelques minutes. Et donc, on aura une structure de ce genre-là qui contiendra toutes les informations de notre fichier de base SVG. Et donc, la troisième étape, ce sera de récupérer cette structure pour la peindre sur une image SVG. Et donc, pour ça, j'utilise la librairie GG de Fogelman qui fera ça très bien. Donc, voilà pour les trois étapes. On va les retrouver dans le code. Et si vous avez des questions, donc maintenant ou pendant le code, je vous invite à vous manifester parce que je peux faire des erreurs. Ou si vous avez des questions tout simplement pour s'assurer que tout le monde comprend bien ce qui se passe, n'hésitez pas. Donc, je code en thème noir, j'espère que ça va avec tout le monde. N'hésitez pas à me dire aussi s'il faut zoomer plus, vous me direz ce que ça donne. Donc, je pars avec un fichier de base SVG, donc j'ai un peu simplifié certaines choses. Vous voyez les couleurs, par exemple, n'ont pas de dièse. Et donc voilà, on a que des cercles. Donc, je commence direct avec un fichier mail. Nickel. Non, il reprend pas. Voilà. La première chose à faire, ça va être de lire notre fichier SVG. Donc pour ça, on va se prendre un petit IO utile. Et j'ignore les... Bon, je ne vais pas ignorer les erreurs, mais... Au départ. Read file. Non, mais je vais faire ça un peu sale, vous allez voir. On va récupérer simplement l'argument qui nous va. Et on va faire des gros paniques. Je pourrais faire des logs fatales, mais on va dire que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc on va vérifier qu'on lit bien le fichier. Alors, Ouais, j'ai pensé. Mais il se refresh plus. il va s'appeler live. Ok.
Donc la première chose qu'on va faire avec cette chaîne de caractères, c'est la passer à notre type parseur. Donc on va définir un nouveau lexeur. Donc on va définir un type lexeur. Je vais créer cette méthode juste après et on lui passera notre chaîne de caractères en entrée. Alors c'est parti pour un lexeur.go. Donc lexeur. Et donc il aura donc, j'ai dit, l'input qui est une chaîne de caractères. Donc on va se créer notre fonction new lexeur. Donc qui doit renvoyer un pointeur de lexeur. Donc on va se créer ce pointeur. Et l'input. On va l'input qu'on lui passe en paramètre. Donc je le fais en deux temps parce qu'il y aura un morceau d'initialisation à faire et on verra ça tout à l'heure. Et donc, ce qu'on va vouloir donc être avec notre lexeur, c'est qu'il soit capable de renvoyer une liste de tokens qu'on va pouvoir ensuite passer à l'étape suivante à notre parseur. Donc plutôt que de faire une méthode qui va renvoyer une liste de tokens, imaginons qu'on a un fichier SVG énorme en entrée, on aura une liste énorme. Au niveau allocation mémoire, c'est pas très intéressant. Donc ce que j'aimerais avoir sur mon lexeur, c'est une méthode qui s'appelle nextToken, qu'on va pouvoir appeler de manière successive. Et comme ça, à chaque fois que notre parseur aura besoin d'un nouveau token, il appellera nextToken, et ça fait qu'on n'aura jamais une slice énorme qui contiendra tous nos tokens d'un coup. Donc on fait ça de manière itérative. Et donc cette méthode nextToken, donc on est intéressé à ce qu'elle nous renvoie des tokens, des objets de ce genre-là. Et donc les tokens, ils ont un type, par exemple crochet ouvrant, égal, quote ou identifier. Et ils peuvent aussi avoir, donc dans le cas des identifiants, une valeur qui correspond au texte qu'on trouve dans notre fichier SVG en entrée. Donc on va créer ce type token. Donc on va se faire un nouveau fichier token.go. Toujours dans le package main. Donc on aura un type token qui sera une structure. Donc avec ces deux champs. Le premier champ c'est un type de token. Donc on va créer ce type-là, token type. Et on aura aussi ce qu'on appelle un literal, donc qui est le texte qui est contenu à l'intérieur du token. On peut se créer notre token type. Donc ça, je vais faire un enum et j'utilise le string donc plutôt que iota et des entiers. Ça permet en cas de problème de débugger plus facilement avec des strings. Donc, si on jette un coup d'œil à notre fichier SVG qui est juste là, on peut se demander donc de quel token on a besoin. Donc le premier, ça pourrait être, je vais l'appeler open. Donc le token qui est le chevron ouvrant, de type token type, qui sera égal à ça donc pour le debug. Donc on en a plusieurs à créer. Donc après l'open, le close. Est-ce qu'on a le égal, quote, donc les guillemets, présente comme ça. Token slash aussi. Est-ce que vous en voyez d'autres en caractère simple? Je crois que c'est tout ce qu'il nous faut. Ensuite, on a besoin des identifiants. Donc je vais appeler ça token identifier. Donc on va simplement les nommer ident. Et je vais rajouter deux de plus. Un token end of file, lui qui va nous servir justement à savoir quand est-ce que next token aura terminé son travail. Puisqu'on ne va pas retourner une liste de tokens, on a besoin de savoir quand s'arrêter. Donc ce sera le rôle de ce token end of file. Et le dernier, ce sera un token illégal. Au cas où on rencontre un caractère non autorisé. On va l'appeler illegal. Donc voilà, ça c'est notre ensemble de tokens, et c'est ces objets-là qui retournera notre lexeur. Donc on peut s'attaquer à la méthode principale de notre lexeur, qui va s'appeler nextToken. Et on verra donc un token. Donc on peut créer ce token-là, et le but ce sera de le retourner à la fin. Donc maintenant, pour implémenter notre lexeur, ce qui va être intéressant,
c'est de travailler sur cette chaîne de caractères input, et c'est de lire successivement chacun des caractères. Donc on va avoir besoin d'un attribut char, que je vais appeler ch, pas char, parce que ça peut être un peu misleading, on va dire, pour les gens qui font du C. Donc voilà, char, qui va pointer le caractère courant de notre chaîne de caractères. Et on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc dans notre next token, je vais montrer l'écran tout à l'heure, j'espère que tout le monde voit bien. On va pouvoir se faire un switch sur le caractère courant, et selon le caractère qui est pointé donc par cette variable ch, notre token pourra valoir, dans ce cas-là, token avec token type sera égal à token open, et literal qui sera égal à la valeur contenue dans l.ch. On n'est pas d'accord. Token type. Non, c'est juste type. Ouais, c'est type. Ah oui, c'est type. Ah ouais, bien, bien. Merci. Super. Donc on va créer tout ça. On a 5 ou 6. Donc le open, le close. Call. Out. Et slash bien. On va rester là pour le moment. Donc, avec cette méthode, on est capable de parser le premier token, mais maintenant il va falloir un moyen à notre lexeur d'avancer sur la variable input. Donc, on peut imaginer une méthode qu'on appellerait sur notre lexeur qui s'appellerait read char, qui permettrait de déplacer l'état de notre token, et donc qui changerait la valeur contenue dans la variable ch. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de l'index de la position courante dans la chaîne de caractères sur laquelle notre lexeur est actuellement. Donc je vais appeler ça current position. Et on va avoir aussi besoin de next position. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc on peut créer notre variable, notre méthode sur le lexeur qui va s'appeler readChar. Et on ne va pas pouvoir le faire tout de suite, on a besoin d'une deuxième méthode qui va s'appeler pickchar. Donc c'est des méthodes qu'on voit souvent dans les parseurs. Pickchar, c'est une méthode qui va renvoyer un octet, et donc qui va renvoyer le prochain caractère. Pick, c'est donc jeter un coup d'œil, et ça va permettre à notre lexeur de jeter un coup d'œil au prochain caractère à venir. Donc tout simplement, on va renvoyer dans l'input, alors c'est l.input, dans l'input de notre lexeur, on va renvoyer le caractère qui se trouve à la position suivante. Donc on ne change pas l'état de notre lexeur, on va simplement renvoyer une valeur pour avoir une information. Et donc dans le cas où l'exposition est en dehors de l'input, c'est qu'on a terminé de lire notre fichier. Donc dans ce cas-là, je vais renvoyer le caractère 0 pour dire qu'on a terminé. Donc if l.exposition est supérieur ou égal à la longueur de notre input, on renvoie 0. Donc maintenant, readChar va se servir de cette méthode pour modifier ces trois variables. Donc on veut changer la valeur du caractère courant et décaler les index de position. Donc le caractère courant va prendre le caractère suivant, et ensuite on va décaler l.currentPosition va prendre la position suivante, et l.next va être incrémenté. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est pour la clarté que tu fais vraiment ça dans deux variables distinctes? Dans deux méthodes distinctes? Non, le next position et ouais, on va moi dire. c'est clair comme ça. Mais Ouais, moi c'est clair. Donc je vous expliquerai après d'où vient l'inspiration de ce genre de lexeur. Donc, on va dire que ouais, ça permet de ne pas s'en mêler les pinceaux, et on verra une structure similaire dans le parseur qui lui aussi aura le token suivant. Donc c'est assez commun. Et selon la complexité du langage que tu vas parser, c'est possible d'avoir 3 ou 4 positions en avance. Voilà. Donc ça permet de garder les choses assez claires sans avoir utilisé des index.
Donc on va déjà pouvoir tester le vecteur sur notre fichier d'entrée. Je vais juste ajouter un default pour tous les tokens qu'on ne connaît pas. Alors, on va copier ça. Si on est dans le default, on va avoir un token illégal. Et on peut rajouter le cas 0. Donc si jamais on a terminé de lire notre fichier, on reverra le token end of file. Donc là, on peut juste utiliser le type. Voilà. Donc si, et on va utiliser, donc, on va utiliser le main pour ça. On va faire une petite boucle for type. Donc tant qu'on n'a pas end of file, on peut afficher notre token. Ensuite, on incrémente. Donc, Goblins, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, exact, bien vu. Bien vu. Current position et next position valent tous les deux 0. Et donc au final, il manque le premier. Alors je ne sais pas pourquoi on n'a pas continué, mais tout à fait. L.read char. Donc le fait d'appeler read char, c'est qu'on va bien initialiser next position à 1 et current position à 0. Et notre caractère pointera sur le. Ah bah, il était à 0, donc on a tapé directement dans le end of file. Voilà. Donc là, on a itéré sur chacun de nos tokens. Et donc, vous voyez qu'on a pas mal de illégal, notamment pour les couleurs, et pour, vous voyez en bas, si vous voyez, pour SVG. Donc ça, c'est les identifiants, et on va s'en occuper. Par contre, il y a une deuxième chose. Là, on voit des tokens, donc les sauvelignes et les espaces. Et ça, c'est des choses par lesquelles on n'est pas intéressé. On veut que notre lexer, tout simplement, saute les espaces. Donc c'est quelque chose qu'on peut ajouter. Donc avant de lire chaque caractère, imaginons que le fichier commence par un espace, on va être intéressé de lire les espaces tout simplement, de les consommer, et pour passer au caractère suivant. Donc on peut se créer une méthode qui va s'appeler readWhiteSpace, qui va faire exactement ça. Donc, alors pour m'aider, j'ai une petite méthode qui va bien. C'est la méthode isWhiteSpace. Alors il existe la même dans la librairie standard, dans le package Unicode, qui est faite pour savoir si un caractère est un espace. Donc j'ai simplement repris ça là, vu que je travaille avec des octets. Mais la librairie standard a aussi tout ce qu'il faut. Et donc on peut dire que tant que notre caractère courant est un espace, on va simplement lire le caractère suivant. Et donc on appelle ça juste ici, à chaque fois avant de parser nos tokens. Donc si on compile ça, on a bien la liste de nos tokens, et cette fois-ci, les espaces sont plus considérés comme des tokens. Donc la dernière étape de notre lecture maintenant, c'est de s'intéresser à ce genre de choses, les identifiants. Pour le moment, les identifiants, ils sont gérés comme des cas IDECO, donc on est dans notre default. On va se créer deux branches, on va se faire un petit if ici pour savoir si on a affaire à un identifier ou pas. Donc. Et pour cette méthode, on pourrait imaginer un isAlpha. Donc est-ce que notre caractère courant est alpha numérique ou pas? Et donc dans ce cas-là, on aurait affaire à sûrement un identifiant, et sinon, on a affaire à un token illégal. Et donc de la même manière qu'on a fait isWhiteSpace, donc je nous ai préparé les petites méthodes qui vont bien pour savoir si un caractère est alphanumérique. Donc elle ressemble à ça. Notre caractère est alphanumérique si c'est une lettre ou un nombre. Bon voilà, tout simplement. Et vous notez aussi que dans les lettres, j'ai inclus le tiret parce que certains des attributs SVG comportent des tirets. Voilà, donc avec cette petite méthode isAlphanum, qui devrait maintenant être d'accord, notre token type sera token identifier et le token littéral sera là ce qui va nous intéresser. Donc si je reprends un fichier SVG par exemple, si notre caractère courant c'est le W qui est ici, on va s'intéresser à lire les 6 caractères jusqu'à récupérer, enfin les 5 dans ce cas-là, tous les caractères, jusqu'à récupérer notre
notre identifiant en entier. Donc c'est là, pour ça, on va créer une méthode donc de la même manière qu'on avait read whitespace ou read char, qui sont des méthodes qui ont modifié le statut de notre lexeur. Je vais créer une méthode read identifier qui me retournera la chaîne qu'on a lue et qui en plus aura avancé les caractères courants de notre lexeur. Donc lexeur read identifier qui renverra un string. Donc tant qu'on aura affaire à un caractère alphanumérique, on va avancer. Donc un peu à la manière de whitespace tout à l'heure. Sauf que là, il va falloir retourner la valeur qu'on a eue. Donc pour ça, on peut créer sur notre input, l.input, une subslice. Donc il faut que je conserve la position de départ. Donc c'est la position courante à laquelle je commence. Et enfin, ce qu'on voudra, c'est la position courante moins 1. Donc ça tombe bien parce que les subslices en Go, elles sont exclusives. Donc si j'utilise juste l.current position, cette position-là sera exclue de la subslice et c'est bien ce que je veux. Donc on peut tester tout de suite. Si je recompile et que je l'exécute, maintenant vous voyez bien qu'on a des identifiants de ce genre-là, stroke width ou des couleurs, sans le dièse pour simplifier, qui sont bien là. Donc là on a terminé notre lexeur, on est capable de renvoyer une liste d'identifiants à notre parseur. Donc le must, ce serait de créer des tests pour ça, j'ai pas vraiment le temps lors de la présentation. Mais là, tu lis une fois de trop au final. Alors, à quel endroit? En fait, tu bouffes le caractère qui est après ton identifiant. En fait, non, il est exclu. Par exemple, si tu mets 0,3, tu vas lire les Oui, caractères. tu as déjà fait le readchar et après tu vas refaire un readchar à nouveau. Donc en gros, par exemple, ta balise fermante du SVG, elle sera c'est bien vu, c'est bien vu. Ici, on fait le readchar en trop. Exact. Donc c'est pour ça qu'il manque la balise fermante et on va renvoyer notre token ici. Voilà, bien, tout simplement. Bonne remarque, merci. Voilà, donc on a notre balise fermante. Donc l'étape suivante, donc ça, je vais pouvoir le commenter. L'étape suivante, ça va être maintenant de créer notre parseur. Donc de la même manière, un parseur qui va prendre notre lexeur en entrée. Et je vous ai parlé de cette structure tout à l'heure, une structure qu'on va appeler SVG. Et donc notre parseur devra avoir une méthode parse SVG qui va nous permettre de créer cette structure. Donc je vais déjà créer la méthode newParseur, et ensuite, avant de m'attaquer au code du parseur, on va définir cette structure SVG, on va récupérer la définition de notre fichier. Donc on attaque avec un nouveau fichier, parseur.go. Donc ce sera le type parseur, qui sera une struct, et qui aura, donc je l'ai dit, un pointeur sur le lexeur. Et donc une méthode que j'ai appelée parse SVG, qui me renverra un pointeur de SVG. On va regarder nil pour le moment, et je vais donc créer cet objet SVG dans un fichier svg.go bien nommé, svg.go. Et donc ce sera type SVG une structure. Et donc là, on va se poser la question, si je mets côte à côte notre fichier SVG, quel genre d'informations sont contenues là-dedans. Donc pour la structure SVG, on voit déjà qu'on a width et height, qui sont donc largeur et hauteur de notre image. Donc on peut créer ces deux attributs, width, height. Donc ce sera tous les deux des entiers. Et ensuite, notre fichier SVG, il a une liste de formes que je vais appeler shape. Et donc certaines peuvent être des cercles, comme dans notre cas, mais je voudrais que donc, le parseur puisse être extensible et qu'on puisse avoir des rectangles ou d'autres formes. Donc pour le moment, on va créer une interface, une slice d'interface, qui sera capable d'accueillir n'importe quel type. Et donc on peut créer déjà le type cercle, on peut struct, on peut imaginer un rectangle, ou tout autre, et ces structures-là auront en commun la structure shape.
Donc si je reprends SVG, si je reprends mon fichier SVG, ce que les formes ont tout en commun, c'est déjà une position X et Y, et aussi tout ce qui concerne la couleur. Toutes les formes peuvent être colorées, donc on aura déjà X et Y. Cette fois-ci, je vais les avoir en float, puisque ma librairie graphique utilise des floats pour dessiner sur un PNG. Et on va pouvoir ajouter tout ce qui concerne les couleurs, donc stroke et fill. Donc stroke qui veut dire bordure, et fill donc remplissage. Et on aura aussi stroke width, qui sera la largeur de notre bordure. Donc là aussi, je vais utiliser un float 64. Donc ça, c'est des choses qui seront communes à toutes nos formes. Et le cercle, il a une en plus qui est là, c'est le rayon. Donc on va se créer une méthode, un attribut, un radius, qui sera de type float64 lui aussi. Alors j'enlève rect, puisqu'on ne va pas s'en servir pour le moment. Et donc voilà ce que nous donne notre structure. Donc avec ce genre de données, on est capable de représenter notre fichier SVG et d'avoir toutes les informations dans une structure. Donc si tout va bien, notre parseur peut renvoyer un pointeur sur SVG. Et on peut essayer de compiler ça pour voir ce que ça nous donne. New parser. On va se créer new parser. Il va prendre un lexeur, un pointeur sur lexeur, et puis on va envoyer un pointeur sur parser. Et donc, return, on va faire de la même manière que tout à l'heure. On va créer notre parseur. L égale à lexeur. Donc il y aura là aussi de l'initialisation à faire, alors je laisse un peu de place. Donc voilà, si on exécute notre code maintenant, on est capable de renvoyer une structure SVG vide, et on va s'intéresser au contenu de cette méthode parseSVG. On va faire ça en 2 temps. Donc la première chose, ça va être de définir l'état interne de notre parseur. On va être capable de lire le token courant, current token, et aussi le token suivant. Donc il y a certains cas où on va avoir besoin de connaître des tokens à l'avance pour savoir ce qu'on est en train de parser. Donc je vais créer next token, aussi un token. Et de la même manière que notre lexeur tout à l'heure, on va vouloir une méthode qui va s'appeler, dans notre cas, read token, qui va nous permettre d'avancer l'état interne de notre parseur. Donc de modifier ces deux variables. Donc on peut se créer sur notre parseur la méthode read token, donc qui ne renvoie rien, mais qui va modifier l'état interne de notre parseur. Donc le p.currentToken va prendre le token suivant du parseur, p.nextToken. Et p.nextToken, lui, on va prendre le token suivant de notre lexeur. Donc notre lexeur, il se trouve à p.l, on va appeler l, c'est pas top, mais il est là. Et on peut donc appeler la méthode nextToken. Donc c'est comme ça qu'on va se déplacer sur notre fichier d'entrée en appelant la méthode nextToken de notre lexeur à chaque fois qu'on va appeler readToken sur notre parseur. Quoi d'autre? On va initialiser notre parseur avant de commencer sur la méthode parseSVG. Donc si on appelle p.readToken une première fois, on va placer dans nextToken le premier token de notre SVG. Et dans currentToken, il n'y aura rien du tout. Donc l'idée, c'est d'appeler une deuxième fois la méthode readToken pour que nextToken ait le deuxième token et currentToken ait le premier. Est-ce que ça va, ça? Donc là, notre parseur, il est prêt à travailler. Et donc on va mettre le fichier SVG côte à côte. Et donc, dans le current token, on aura le token ouvrant, et le deuxième token, ce sera SVG. Donc on peut attaquer directement. Si je retourne dans notre méthode parseSVG, je peux afficher donc le current token, et j'aimerais que son type, ce soit token open. Donc on va vérifier qu'on consomme ce token. Donc si ce n'est pas le cas, si on a le mauvais token, on peut paniquer.
On va faire un log cette fois-ci. En cas d'erreur, ça me permettra de savoir où on en est. Alors, expected. Donc on s'attendait à avoir ce token. À la place, on a eu celui-ci. Donc on va se mettre tout ça dans une fonction pour faire plus simple. Vous allez voir. Et donc l'idée, si notre token est correct, c'est de le consommer et de décaler nos tokens vers les tokens suivants. Donc c'est comme ça que notre parseur va avancer. Donc si tout est bon, on va simplement appeler p.readToken. Donc en faisant ça, dans notre fichier SVG, on aura consommé le premier caractère, on aura vérifié que c'est bien le token correct, et on décale tout. Le deuxième token, le token courant, ce sera SVG, et le suivant, ce sera root ici. Donc notre parseur va avancer comme ça jusqu'à ce qu'on ait parsé tout notre fichier. Donc cette logique-là, je vais la mettre dans une méthode de parseur que je vais appeler expect, et qui s'attendra à prendre un token type. C'est quelque chose qu'on va réutiliser un peu partout. Donc, et nous, on aura expect token. Alors. Voilà. Donc avec ça, on a consommé notre premier token. On peut continuer maintenant. À ce moment-là, on s'attend à avoir le token SVG sous notre token courant. Donc on va simplement récupérer sa valeur et vérifier qu'il s'agit bien de SVG. Donc p.currentToken.literal. Donc ça, on va le mettre dans, je vais appeler cette variable tag. Donc if tag différent de SVG. Donc, et ça, on peut le mettre aussi, dans une méthode et on peut appeler ça parse identifier. Donc, de la même manière que parse SVG retournait un SVG, parse identifier, c'est une méthode qui va nous retourner une chaîne de caractères. Donc, parse identifier qui nous va renvoyer une chaîne de caractères. Alors ça, j'en ai pas besoin ici. Et donc, entre le temps où on récupère la valeur de notre token, la valeur littérale, et le temps où on retourne, on peut se faire un p-expect pour vérifier qu'on a bien affaire à un token type de type identifier. Donc maintenant, on peut simplement utiliser ici, dans notre tag, p.parseIdentifier. Donc avec expect, on avance sur un token bien défini, et avec identifier, on avance obligatoirement sur un identifier, dont on récupère la valeur. Et donc maintenant, notre token courant, ça va être notre premier attribut, donc width. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir se créer une méthode qui va parser tous les attributs de notre tag, et on pourra la réutiliser ensuite pour les autres tags. Donc, on peut imaginer une méthode qui me renverrait une map d'attributs que j'appellerai p.parseAttributes au pluriel. On va la créer sans plus tarder. ParseAttributes et qui me renverrait une map de string. Donc j'espère que ça va avec tout le monde, l'idée d'une map, vu qu'on a des clés qui contiennent chacune une valeur. Donc parseAttributes, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc on va déjà créer la map. Donc, de string. Et donc cette fois-ci, on va se créer une boucle for et on va parser tous les attributs tant qu'on ne détecte pas soit un token close, soit un slash dans ce cas-là. Donc un slash ou un token close. Si, donc tant que p.currentToken.tokenType, tant que c'est différent de token close, et aussi que currentToken.type est différent de token slash.
Voilà. Si il y en a une qui n'est pas vérifiée, donc si on a soit l'un ou soit l'autre, on sort de notre boucle for et on retourne nos attributs. Et donc là, je vais me servir d'une autre méthode, parse attribute, cette fois au singulier, qui va me parser un seul attribut. Et donc, elle me renverra une clé et une valeur qu'on ajoutera dans notre map. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faut pour nos méthodes parse attribute. Donc maintenant, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile, en fait, puisqu'on a déjà toutes les méthodes parse identifier et expect qui vont nous permettre, en quelques lignes, de récupérer nos attributs. Donc parse attribute, cette fois au singulier, qui va nous renvoyer K et V, qui sont des strings. Donc, si on retourne sur notre SVG, on va s'attendre à avoir un identifier, un égal, un guillemet, donc quote, un autre identifier, et ensuite un guillemet fermé. Donc une fois qu'on aura consommé tous ces caractères, on peut renvoyer notre clé valeur. Donc la première chose, c'est qu'on va avoir K, donc p.parseIdentifier. Ensuite, on va s'attendre à avoir un token equal. Ensuite, la même chose, on va s'attendre à avoir un quote. Ensuite, on va parser notre valeur. Donc encore une fois, parse identifier. Et enfin, on termine en parsant un quote pour bien s'assurer qu'une fois qu'on a... On a besoin de ce expect quote pour bien consommer un quote, pour que dès qu'on soit prêt à parser l'attribut suivant, on pointe bien sur l'identifiant de l'attribut suivant. Donc voilà pour notre méthode parse attribute. Et là, on peut déjà récupérer, donc à ce moment-là de notre code, dans parse SVG, on a la valeur, on a les deux valeurs de ces attributs ici. Donc on peut déjà les récupérer et les mettre dans nos structures SVG. Donc svg.width. Alors vous allez m'excuser encore une fois pour la gestion des erreurs. strconv, oui. Et on va prendre ttr width. Ouais. Pareil pour height. Donc là, on devrait pouvoir compiler et récupérer dans notre structure les valeurs 200 et 100. Voilà. Donc là, on a parsé la première ligne de notre SVG. Donc maintenant, on a fait presque tout le boulot. Il va falloir une boucle for pour parser chacune des formes et puis les ajouter dans notre structure en tant que circle. Donc c'est la dernière ligne droite. Donc maintenant, notre boucle for, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Elle va s'arrêter quand on va rencontrer la combinaison de ces deux tokens. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de notre next token, parce qu'on a besoin de rechercher en token courant token open et en token suivant token slash. Donc p.current token type token open, donc cette fois-ci ça va être en I. Ça va être next token. Donc voilà, tant que on est dans cette boucle, on va parser nos shapes. Et donc si on a affaire ici à un token open, cette partie-là sera fausse. Et si on a affaire aussi à un token slash, cette partie-là sera fausse, et on sortira de notre boucle for. Et donc on va s'intéresser à récupérer un objet de type shape. Donc, dans notre cas, ce sera l'interface. Donc je vous rappelle que ici, ce qui nous intéresse, c'est de remplir notre slice de shapes avec des interfaces. Et on va pouvoir simplement l'ajouter dans SVG. Voilà. Donc il ne reste plus que cette dernière méthode à créer, parse shape. Qui va nous renvoyer une interface. Donc, on commence sur ce caractère-là, puisque token close. Alors, est-ce que token close a été consommé tout à l'heure? Ça, j'en suis pas sûr. Non. Donc, on va faire un p.expect
de notre token close pour bien le consommer et que lorsqu'on commence à parser les shapes, on se retrouve directement sur ce token-là. Donc dans parse shape, ça va un peu ressembler à ça. Donc on s'attend à avoir un token ouvrant, ensuite un tag. Donc token ouvrant, le nom de notre forme, et ensuite une liste d'attributs. Donc on va récupérer les attributs. Donc on a déjà la méthode qui va bien pour ça, parse attributes. Et ensuite, il faut bien qu'on pense à consommer les deux caractères fermants, donc un slash et un token close. T.expect slash et close. Et donc une fois qu'on a tout ça, on peut regarder la valeur qu'on a à l'intérieur de notre tag, de quelle forme il s'agit. Donc pour nous, ce sera un cercle, sans trop de suspense, et circle. Et sinon, dans tous les autres cas, on peut paniquer et dire unknown shape. Et on a là. Et donc maintenant, ici, à l'intérieur de notre case circle, on va pouvoir renvoyer une nouvelle. On va pouvoir le renvoyer directement. Un objet, je vais prendre un pointeur de circle. Et donc, il faut que je remplisse tous les attributs de shape, et ensuite bien sûr, que je vais donc oublier ça, notre cercle qui récupère tous les attributs de shape. Donc c'est parti. Shape sera égal à nouvelle shape. On aura x. Je vais créer les variables x, y, etc. juste après. Y, on aura stroke. Donc stroke, on peut directement le récupérer. C'est dans les attributs, et c'est un attribut qui va s'appeler stroke. On peut le récupérer simplement. Pareil pour fill. Un attribut qui s'appelle fill. Et enfin, on a stroke width, qui sera lui, je vais appeler W. Et notre cercle a aussi un rayon radius que je vais appeler R. Donc maintenant, on peut déclarer toutes ces variables. Donc x, de la même manière que tout à l'heure, on va négliger les erreurs. Et cette fois-ci, strcomb, on va parser un float, donc attr de tx, qui s'appelle pour les cercles. Et ensuite, ce sera des floats 64. Donc on fait pareil pour y, w et r. Y, w, r. Cx, cy. R, le radius s'appelle R tout simplement. Et stroke width, pas faire de faute, on va le copier. Voilà. Donc, ça termine notre parseur. Donc, je vais le tester pour vérifier que j'ai rien oublié. Et on va pouvoir afficher le contenu dans notre méthode main de la méthode SVG. Donc, faire un petit printf de. Alors, on dit tout le contenu de notre méthode. Ça ne va pas m'afficher les interfaces, malheureusement. Ça va falloir voir un peu plus loin. Donc, on a bien 1, 2 et 3 interfaces cercles. Donc, ça, c'est un bon présage. Et on peut afficher svg.shapes. La première, par exemple, si je recompile ça, c'est le contenu de notre premier cercle. On voit bien qu'on a x, y, les couleurs, la largeur et le rayon. Donc avec ça, on a tout ce qu'il faut pour dessiner notre structure maintenant. Donc la dernière étape. Alors pour ça, j'utilise, on va retourner sur le navigateur, j'utilise GG de Fogelman. Donc c'est ce gars-là, il bosse pas mal sur tout ce qui est graphisme en Go. C'est lui qui a écrit un émulateur NES. Il a écrit beaucoup de librairies assez sympas. Et donc, je vais simplement récupérer GG donc pour installer un petit Goget. Normalement, c'est déjà installé chez moi. On va vérifier ça. Donc, on va faire un drawing context, gg.newContext.
Et donc, je dois lui passer la largeur et la hauteur. Et ça tombe bien, c'est dans notre objet SVG. Donc, largeur, hauteur. Et ensuite, pour chacune de nos shapes, qu'on va appeler S, svg.shapes. Donc, ensuite, on va dessiner successivement chacune de nos formes sur l'écran. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir une méthode draw comme ça, pour que chacune des formes sache comment se dessiner. Dans ce cas-là, si on est un carré, un rectangle, un cercle ou autre chose, on voudrait que la forme sache elle-même comment se dessiner. Donc pour les cercles, on peut créer une méthode draw, ici, qui prendrait en paramètre le drawing context, qui sera un pointeur sur ggcontext. On peut même aller plus loin, donc au lieu d'utiliser ici une interface, on peut se créer un type drawer, une interface, et qui aurait cette méthode-là. Donc, ce qui fait que notre cercle implémente l'interface drawer, et donc on peut simplement, au lieu d'utiliser interface dans notre shape, on peut tout simplement utiliser l'interface drawer. Je vais juste changer ça dans mon parseur pour renvoyer ici un drawer. Donc comme ça, notre parseur, il sera facile à étendre avec de nouvelles formes. Et donc, une fois que toutes nos formes seront dessinées, on pourra simplement prendre le drawing context pour sauvegarder un PNG que je vais appeler output.png. Voilà. Donc, la librairie GG est assez sympa parce qu'elle nous permet de faire tout ça. Donc, il n'y a plus que la méthode draw maintenant. Et vu que ce n'est pas vraiment l'intérêt de la présentation, je me l'ai préparé là. Je vais vous expliquer rapidement. On va faire deux dessins. Un qui sera fil pour remplir un cercle avec la couleur de remplissage, et un deuxième cercle qui sera juste le contour, donc la méthode stroke, qui va récupérer la largeur du contour et la couleur du contour. Donc pour chacun des cercles, on a pris CX, CY et le rayon de notre cercle. On va tenter le coup. Go build. Donc là, ça m'a créé mon out.png, ça va être le verdict. Voilà. Donc on a un joli PNG de notre SVG. Donc pour l'occasion, je vous ai préparé un autre petit SVG, qui est celui-ci. Donc je crois qu'il y a 500 ou 1000 formes, donc que des cercles. Donc on peut s'amuser avec ça aussi maintenant. Big. Donc si on regarde notre output. Illégal. Ah oui, illégal. Alors, c'est pour vous montrer comment on va pouvoir étendre le parseur, parce qu'il y a des caractères qu'on ne connaît pas, donc notamment les dièses dans les couleurs, et un autre qu'on ne connaît pas, c'est le point, ici dans les chiffres. Donc ça, on va le régler dans notre lexeur. Notre lexeur, dans la méthode isLetter, il s'attend à recevoir seulement ce type de caractère. Donc on va lui rajouter, si le caractère est égal à un dièse, donc c'est bon aussi. Et pareil pour les nombres, si notre caractère est égal à un point, c'est bon aussi, ça veut dire que c'est un nombre. On retente le tout. Donc cette fois-ci, ça passe. Donc si on regarde notre output, on a 3 petits gophers dans SVG dessinés juste avec des cercles. Voilà. Et donc pour ceux qui se posent des questions, comment on construit une image comme ça, c'est encore Fogelman, donc, le gars qui a développé cette librairie. Donc à partir d'un PNG comme celui-ci, il a une librairie qui vous permet de créer un SVG. Donc juste avec des formes primitives. Donc on peut le faire en 100 itérations, ça donne quelque chose comme ça. Ou en 500 itérations, l'image que moi j'ai produit aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai simplement eu à retoucher ça pour transformer les ellipses en cercles. Et vu que les deux rayons étaient égaux, avoir un seul rayon. Donc ce qui nous donne ce petit gopher là. Voilà. Donc pour finir, les liens donc, qui peuvent être utilisés, le code que je viens d'écrire, il se trouve sur mon repo, donc lisrt-veg, vous pouvez le scanner là si vous voulez. Juste en dessous, le lien de la librairie Fogelman. Et le troisième lien, donc c'est un bouquin, Interpreter Book, on en parlait le mois dernier déjà, qui explique comment écrire des lexeurs et des parseurs à partir de zéro en Go.
Et donc c'est de là que vient l'inspiration de ce genre d'architecture. C'est assez flexible, assez facile à réutiliser. Je pense que c'est clean et aussi facile à comprendre. Donc un super bouquin si vous voulez apprendre à créer un interpréteur à partir de zéro. Donc voilà. C'est donc terminé. Et il y aura aussi, si vous avez d'autres questions que vous voulez suivre, sur mon site, j'ai écrit donc un article de blog sur le Lexer. Il y a une série de tests avec, donc si vous voulez voir comment on peut créer des tests pour ce Lexer, il y aura un deuxième article sur le parseur que je publierai dans les semaines à venir. Voilà. Moi, je suis content. Ouais. Vous avez des questions sur ce parseur sur... J'ai un truc que je n'ai pas figé, c'est dans le parse attributes. Ouais. Quand tu as plus de fort, tu checkais si c'était pas ouais. slash ou close. C'est parti, je n'ai pas compris. Alors, il faut dire, c'est que tant que cette condition est vraie, on va continuer à parser les attributs. Donc, d'accord, c'est la valeur à côté de ton identifiant. En fait, un attribut, c'est tout ça pour moi. C'est une clé et une valeur. Donc, on va parser ça, puis ensuite celui-ci, puis ensuite R, etc. La méthode va retourner tous les attributs, du coup, c'est genre. Alors, j'ai deux méthodes. J'ai parse attributes au pluriel, qui va retourner une map donc de tous les attributs. Okay. Et voilà. Et c'est là juste le couple dont je parlais juste avant. Okay. Donc, ouais, après, c'est dur de ne pas s'en mêler sur les. Ça, je pense que c'est le truc en tant que développeur, on se borde toujours. C'est les conditions comme ça. Et il y en a une. Ouais, il y en a une ici, cette fois-ci, c'est un ou. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un truc sur lequel je pouvais me planter. Donc, je les avais préparés au cas où ça ne marche pas. J'ai une question sur le Lexer. Ouais. Tu utilises des bytes. Ouais. Bon, ça devrait aller pour du SVG, mais pourquoi c'est pas des runes que tu pourrais utiliser pour être un peu plus. Alors, le top du top, ce serait les points Unicode. Ouais. Parce que oui, là, tu mets n'importe quel caractère, ça va planter. Donc, pour la simplicité, mais sinon, il faut savoir que le. Ça va planter, il ne va pas savoir interpréter et il va le prendre comme un littéral. C'est ça, il y a des caractères en Unicode qui peuvent être sur deux octets, voire 4, de 2 à 4, selon l'encodage. Et donc, je ne sais pas si je peux l'avoir. Unicode. Donc voilà, Unicode, le package Unicode, il a tout ce. J'aurais pu utiliser, en fait, le mieux, ça aurait été d'utiliser des runes. Et voilà. Et donc, avec isLetter, isNumber. Donc, et parce que, surtout, pour des lettres isWhitespace qui doit être là aussi. isSpace. Donc voilà. En fait, en Unicode, il n'y a pas que les caractères que moi j'ai utilisés, il y a tout ça. Donc, /B, /F, tout ça. Donc, tout ça, moi, c'est pas considéré dans mon parseur. Voilà. Parce que ça change aussi un peu comment tu sautes de position en position, parce que c'est pas plus simple. Exactement, ouais. Après, ouais, ça complexifie. Donc, mais normalement, ouais, c'était juste un choix. Mais... Alors, c'est un choix de simplicité, mais pour un vrai lecteur, on n'aurait pas des octets, donc des runes, et on passerait de runes en runes. Alors, et la deuxième chose qu'on peut améliorer aussi, c'est ça. Ouais. Si on a un fichier énorme, on ne va pas parser une chaîne de caractères, mais un IO. Voilà. Voilà. Moi, je vais te poser une question, c'est sur le pattern que tu as suivi de Curve Solution Exposition. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent? Est-ce que ça a un nom? Et du coup, est-ce que tu connais d'autres types de Lexer? Alors, c'est un nom que je ne pourrais pas te dire. Mais c'est vraiment un type de Lexer. En mathématiques, enfin, c'est la théorie mathématique, en théorie des langages, que ce soit pour des langages informatiques ou d'autres langages, pour connaître le sens d'une phrase, des fois, tu es obligé d'aller chercher plus loin. Ouais, voilà. Comme, imaginons l'allemand ou le japonais qui ont le verbe à la fin. Pour avoir le contexte d'une phrase, tu vas devoir aller chercher 5 ou 6 tokens plus loin. Et donc, pareil pour les langages de programmation. On peut imaginer des langages qui créeraient sous forme de stack, par exemple, que tu aurais besoin de dépiler tous les tokens pour savoir ce que tu veux dire. C'est le cas pour des additionneurs polonais, par exemple. Et tu vas avoir besoin d'aller plus loin. Tu peux le faire en récursif. En fait, il y a. Quand c'est polonais, c'est forcément récursif. Après, tu les considères parfois. Ouais. Donc, tu ne peux pas te satisfaire de ton contexte en fait, actuel, il faut voir plus loin. Donc, il y a même plusieurs façons
et de parser, tu as des parseurs qui sont des machines à état bien définies. Donc, après, plutôt que d'utiliser le current next, enfin, ils vont utiliser ça, mais pas de la même manière. Par exemple, tu sais qu'après, imaginons que ton état courant, c'est identifier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après un identifiant? Eh ben, soit un autre identifiant, soit un égal, soit un quote, ou soit un token close, par exemple. Donc, tu aurais 4 branches possibles à partir d'un identifiant où tu pourrais aller ensuite. Et c'est comme ça que tu gérerais aussi forme des groupes de cercles, ou tu le ferais directement là Alors, moi, sur ce parseur, je ne peux pas gérer. Imaginons que Circle, il y ait quelque chose d'autre dedans ici. Ouais. Là, il faudrait que tu passes à état. Il faut. Ou ça suffirait quand même, je pense. Non, ça suffirait quand même. Mais il faudrait que j'utilise de la récursivité dans ce cas-là. En fait, j'aurais plus une structure de données SVG, mais j'aurais des arbres et je parserais des nœuds. Un nœud SVG, un nœud cercle, un peu comme le HTML. Ouais. Donc, si jamais vous voulez faire un parseur SVG en production, ça, c'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faut faire, c'est des nœuds. Un DOM XML. Voilà. Après, ça ne change pas la technique de parsing. Avec les tokens, ça ne peut pas influencer ça en fait. Tu peux quand même utiliser un parseur récursif en ayant tes deux tokens. Et en fait, ouais, la question que je me pose ensuite, c'est du coup, est-ce que vous savez, dans les grandes lignes, si comme ça, avec 2 tokens, on peut couvrir la majorité des cas, ou c'est quand même que quelques cas ou... Ça, tu as différentes grammaires. Alors, je ne sais pas si je vais trouver ça. LR, LL, voilà. J'ai pas internet. Bon, bref. Il existe plusieurs types de parseurs. Et d'ailleurs, il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur Hacker News. C'est une timeline des parseurs. Donc, il parle des parseurs dans le Moyen-Âge et jusqu'à l'histoire des parseurs des années 70 à aujourd'hui. Il explique tous les types de langages qui sont apparus. Il y a certains nouveaux langages, nouvelles grammaires. Voilà, donc tu as des grammaires où tu vas consommer les éléments par la gauche, si la priorité des opérateurs est par la gauche. Dans d'autres langages, ça peut être par la droite. Donc tu auras des grammaires de gauche ou de droite. Donc, après, c'est mathématique en fait. Voilà. En fait, moi, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est au lieu d'avoir un bout de code qui va dire ok, pour faire du SVG, j'ai besoin d'une balise ouvrante, ensuite une liste de balises, dont les types possibles, c'est ça, qui prennent une affinité d'attributs, dont les types, c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est dans ton code, tu vas bidouiller à chaque fois un endroit, c'est comme si ta spec elle était éclatée, et c'est fait peur, parce que du coup, en termes de maintenance de la spec, tu n'as pas un endroit central pour la maintenir. Non, alors pour ce code-là, on est d'accord, il est difficile à maintenir. Alors, on pourrait s'en sortir avec quelques if pour pouvoir parser tous les fichiers SVG. On va dire, avec pas trop de niveau, tous les fichiers de ce genre-là. Je pourrais gérer toutes les shapes, etc. Mais dès que tu vas vouloir imbriquer, des balises, ce parseur, il va plus marcher. Et donc, généralement, en production, quand tu vas vouloir écrire un parseur, tu vas utiliser un générateur parseur. Donc, il y en a comme YAC, YACC ou Antler, qui sont des programmes, tu vas leur donner en entrée un fichier de grammaire qui décrit la grammaire de ton langage. Tu peux trouver par exemple ça pour le langage C. C'est des grands fichiers qui décrivent comment la grammaire de ton langage, comment tu peux écrire ton langage de programmation. Et donc tu vas donner ce fichier de grammaire à ton générateur de parseur, et lui il va te sortir du code comme ça, donc généré automatiquement, et si tu compiles ce code, tu auras un parseur de C. Donc aujourd'hui, les gars qui écrivent des langages, ils n'écrivent pas leur propre parseur, ils vont écrire la grammaire de leur langage, et ils vont passer ça dans un générateur de parseur. Et donc, tu peux utiliser ce genre de parseur que je viens d'écrire si tu veux parser du JSON, ou si tu as un protocole industriel que tu veux parser pour convertir, tu peux utiliser ce genre de parseur, ça marchera. Mais tu peux aussi écrire la grammaire de ton protocole. Ça se retrouve, ça s'écrit ou ça se trouve dans des specs, et tu peux générer ton parseur comme ça. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un projet jouet qui permet d'apprendre comment ça marche. Mais voilà, bien sûr, en production, c'est plein de contraintes. Le code qui sera généré du coup avec le générateur, il aura le même concept que tu faisais. Il va avoir un token courant, un token next et if dans tous les sens. Alors, pas vraiment de if, mais plutôt des imbrications et de la récursivité. Alors moi, à la base, j'ai une méthode parse qui appelle une autre méthode parse. Voilà, et parse attribut appelle une autre méthode parse. Imagine, par exemple, pour parser du Go, tout simplement, Go, tu parses tout un fichier, ensuite il va appeler plusieurs fois parseFunc, puis parseFunc il va appeler parseFuncName, et dedans il y aura parseParameter. Tu vois, c'est une imbrication de choses comme ça.
Mais donc, si jamais tu génères un parseur avec un générateur de parseur, tu auras un code qui ressemblera à peu près à ça. Et tu pourras lui faire confiance, contrairement à celui-là qui va péter dès que tu vas changer ton langage. Après, ça peut être intéressant, pour un parseur, c'est que tu fais lexeur aussi. En fait, tu peux, du coup, quand tu lexes ton document, après, tu vas pouvoir faire formater tes codes. Par exemple, si tu veux formater du JSON, ou tu insères des templates Go dedans, et que tu veux lire ton JSON et formater avec les templates Go, et ben, tu pourrais juste écrire un lexeur. Ça va super vite, tu peux écrire un lexeur JSON, et derrière, à partir du lexeur, régénérer du JSON. Le lexeur, c'est la partie de tokenisation. C'est le token, ça veut dire tokenizer aussi. Non, c'est juste. Alors, l'AST, pour moi, ce serait ça. Alors, c'est pas un arbre de syntaxe, c'est juste des structures. Ouais, un AST, c'est la sortie d'un parseur pour un code source. Donc, tu pourrais juste arrêter à la phase lexing et lexer du JSON ou n'importe quoi. Et puis ensuite, tu réécris tes tokens. Donc, dans notre cas, ce sera juste réécrire le littéral de tes tokens. Et tu peux choisir d'indenter correctement, etc. C'est ce que fait. En fait, c'est ce que font tous les limiters ou les choses qui sont capables de me dire qu'il y a un problème. Mais les limiters, ils font plus, non je pense qu'évidemment, ils ont quand même de la logique. Ils bossent avec l'AST. Ouais, c'est ça. Parce que là, par exemple, le limiteur qui m'a dit que ce caractère était indéfini, bah, il a lexé, il a parsé, il a fait de l'intelligence sur l'AST pour savoir quelle variable existe ou pas, etc. Et c'est même plus compliqué que ça parce qu'il ne va pas utiliser un seul fichier, mais il va parser une arborescence de fichiers. Donc, mais c'est de là que ça part. Si tu veux écrire ton limiteur, la base elle est là. Ah oui, j'avais peut-être une question aussi, c'était, je pense que par facilité, quand tu as matché les tokens type Ouais. dans ton lexeur ou parseur, je sais plutôt lexeur. Ouais. Ça paraît un peu facile de faire un switch, tu peux pas matcher directement sur ta structure initiale. Tu as des parseurs qui n'utilisent pas de lexeur, mais généralement tu vas utiliser des expressions régulières si tu veux faire ce genre de choses. C'est pas le truc de la structure, c'est plutôt ta point de vue gauche, on va dire. En fait, tu fais à chaque fois tu vérifies quel type c'est et après tu matches avec un truc qui est évident, on va dire. Alors, plutôt que de matcher avec la clé dans le. Tu pourrais faire ça en lisant token par token, savoir directement à quoi tu as affaire. C'est possible, par contre ça va être difficile de maintenir ton parseur, ou difficile d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, parce que tu auras un seul bloc. Et les erreurs aussi. Trouver les erreurs. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu peux en fait déclarer par exemple, il y a une map en fait, des identifiers enfin de tes choses connues, qui te retourne en fait ton token type. C'est vraiment purement Go. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux la mettre l'inverse. Ouais, tout simplement pas avoir à faire un switch. On peut avoir à faire un switch. Ouais, ok, tout à fait. Oui, alors, ça marche pour les caractères simples, comme ça, mais imagine que j'ai le caractère égal dans mon langage. Là, il va falloir voir deux caractères. Donc là, il faudra une map de map, peut-être. Ah, mais du coup, tu n'auras pas plutôt. Ouais, enfin, c'est parce que dans ta spec, tu gardes le caractère le plus précis, c'est-à-dire égal, et tu refuses de mettre dans ta spec égal que token, en gros, c'est ça? Voilà. Ah ouais. Donc, imagine. C'est ça qui me choque un peu dans le côté parti. Du coup, tu peux avoir des maps, et dans ce cas-là, ça ressemble à une machine à état, en fait. Plutôt, ouais. Si tu utilises des maps. Et donc, ça existe aussi. Et par contre, au moment où tu arrives sur des choses comme Alphanum, là, tu vas voir un peu plus loin. Là, la map, elle ne marche plus, mais par contre, les expressions régulières marchent très bien pour parser les identifiers comme ça. Donc, dans ce cas-là, tu n'as qu'à mettre des regex dans ta map. Et là, en fait, ton générateur parseur, il aura ce genre de choses, une map de regex, on va dire, un tableau de regex. Et donc, il y a beaucoup d'approches différentes pour écrire un parseur. Tout à fait. Et là, puisqu'on est sur un chronome, c'est super question. Par rapport à ce que tu faisais avec les white space, si je veux commencer à m'amuser à avoir des belles titles, peut-être pour dessiner du texte, qui vont avoir des espaces qu'il faudrait faire là pour commencer à les prendre en compte. Dans ce cas-là, il te faut. Alors, par exemple, tu sais, si tu fais du HTML, il va sûrement couper le texte qui est le plus à l'extérieur de ton titre. Si entre des base titles, tu commences par des espaces, ils vont être tronqués. Par contre, il va garder les espaces qui sont à l'intérieur. Il retient l'état et il se dit je suis dans une balise, du coup je ne fais pas. Il est capable de reconnaître des identifiants avec des espaces, mais il va juste faire un trim sur les côtés. Donc,
pour HTML, enfin corrige-moi si je me trompe, je sais que Louis a bossé sur les parseurs HTML. Si tu as on va pouvoir voir là-dessus. Ici, si j'ai du texte, voilà, si j'ai ce genre de choses ici, ces espaces-là, ils vont être. Alors, on va le faire en deux fois. Je sais pas si on est sujet du texte comme ça. Non, mais imaginons qu'on est sur du HTML. En gros, si je mets des espaces derrière, le seul texte qu'il va récupérer, c'est ça. Il va garder les espaces qui sont au sein de... Il est assez intelligent pour faire ça, et ça se fait dans ton lecteur. Et j'aurai un token chaîne de caractères qui contient ça. La question, c'est comment? Mais c'est sur le parseur où tu passes au caractère d'après. Moi, je ferais ça dans un lecteur. Et comment tu fais dans le lecteur pour avoir l'intelligence de ne pas supprimer les espaces qui sont... en fait, dans le lecteur, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite machine à état où, quand je détecte qu'on sort d'une balise, et bah, du coup, là, tu changes ta méthode de lexing. Au lieu de lexer de caractères, quand tu es entre deux balises, tu sais que tu es en train de lexer du texte. Okay. Et du coup, là, bah, s'il n'y a rien, je skip le truc et je repasse sur mon. En gros, c'est super facile. Il y a un talk de Rob Pike, mais qui est assez vieux, je pense 2012 ou un truc comme ça, où il explique comment il a fait le lexeur et le parseur du package template en Go. Et il explique typiquement ça. Il t'explique que pour faire une machine à état, en fait, c'est facile, vu que c'est. En Go, c'est fonctionnel. Tu peux créer des variables qui contiennent des fonctions. Et bien en fait, juste la fonction de parsing, tu la changes. Et du coup, en fait, c'est concrètement ce qu'on fait dans le parseur HTML, c'est qu'on change la fonction de lexing. Du coup, on passe sur une fonction de lexing qui nous fait lexer du texte, et après, quand la fonction se termine, et ben, hop, elle remet la fonction qui fait lexer du. Tu as une variable pour la fonction que tu l'appelles. C'est ça. Quand tu parles, la fonction qui fait le lexing du texte, il veut juste dire je supprime les heading space et les. Ouais, je supprime, je les garde, hein. Il peut les garder. Hein. En soi, ta fonction. Après, j'ai pas d'autres exemples que le parseur C#. Il y a Roslyn en C#, qui est une suite d'outils pour parser du code C#, et lui, il conserve toutes les tabulations, les espaces, etc. C'est sauvegardé comme des tokens dans ton texte. En fait, du coup, c'est que tu parles de changer le parseur, enfin le lexeur, ouais. Mais du coup, tu es obligé d'avoir l'intelligence parsing avant de le faire, parce que tu sais que tu es dans une balise. Donc, tu as déjà fait une table de parsing? Non, parce que, alors, en fait, du coup, c'est tout le jeu. La frontière, elle dépend. En fait. Tu fais les deux en parallèle ou c'est l'un après l'autre? Moi, c'est l'un après l'autre. Dans ton cas, parce que ça marche, ouais. Mais dans le cas d'HTML, tu es obligé de le faire en même temps. Alors, HTML, c'est vraiment compliqué. En fait, c'est un des langages qui est pas. C'est quoi? Il y a un mot pour ça. Il n'est pas strict? Non, il y a un mot. En fait, il y a des trucs où tu peux faire des parseurs via les générateurs de parseurs. HTML, c'est un langage que tu peux pas. En fait, tu veux prendre un générateur de parseur et générer un parseur HTML. Non syntaxique? Non, je sais plus ce que c'est. Il n'y a pas une spec. Alors, une spec, mais c'est une spec qui est. Voilà, c'est ça. Qui est ultra flexible. C'est en mode, si tu mets pas le caractère, c'est on les refait. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé un truc un peu élégant. C'est que le lexeur commence à générer. Les tokens sont plus complets que juste des tokens qu'on fait ici très simples. En fait, le lexeur génère des tokens qui sont déjà des nœuds. Sauf qu'il ne les imbrique pas dans une arborescence. Et ça résout presque tous les problèmes. Tu peux être au courant, vraiment, tu ne peux pas encore incorporer dans ton truc, mais du coup, tu peux déjà choisir ça. Et après, du coup, tu peux construire tu construis ta suite de tokens, de nœuds, et après, ton parseur va les mettre en perspective. Et du coup, ça te fait détecter. Ça fait un code très petit du côté lexeur, tu n'as presque rien à détecter, et du côté parseur, tu as juste la logique de dire. Ça c'est possible, c'est pas possible. Là, le mec il n'a pas mis son nœud, du coup je le crée. Et du coup tu peux injecter des tokens à la volée. En fait, tu injectes des nœuds à la volée dans tes tokens. Voilà, bref. Il y a des trucs à faire. Mais c'est vraiment une partie de la computer science, un domaine de l'informatique qui est hyper intéressant. Et moi je trouve que je l'utilise pas assez. On utilise tous des parseurs, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Quand on fait en écrivant, on est perdu. Généralement, on fait des machines à état assez bêtes. Donc, c'est vrai qu'avoir une approche un peu structurée comme ça, même si ce n'est pas la meilleure, c'est toujours un bon départ. C'est une très bonne à passer. Ouais. Bon. Impeccable. Merci. C'est pas rien, vous pouvez finir.
Sigma, c'est clair que ça se vraiment ouais, je vais le faire clair comme ça, parce qu'elle soit aussi si tard. Ouais. C'est. Voilà, on va aller. Je pense qu'en vrai, ça peut.